Salut, c'est les Jérôme. Voici un petit complément aux vidéos sur l'histoire du château de Ly, plus orienté sur son architecture et qui mérite son propre chapitre, les grosses transformations qui ont été apportées au bâtiment d'habitation aux alentours de 1855. En effet, comme on l'a déjà mentionné par-ci par-là, le bâtiment a été assez bien modifié par les différents propriétaires de l'époque. L'industrie du textile en plein développement, les filatures se multiplient, s'agrandissent, et les patrons de ceux-ci pouvaient très vite faire fortune, et il est fort probable que les propriétaires de Ly aient voulu convertir la maison d'habitation en quelque chose ayant plus de prestige à leur goût. Sur la carte cadastrale de 1837, on peut voir que le bâtiment n'a pas encore sa forme actuelle. Les tourelles n'y sont pas, et au bout, un petit local est bordé d'un canal. Et sur le dessin de 1870 qu'a fait réaliser Paillard, tout ce qu'on connaît à ce jour est déjà présent. Les transformations ont donc eu lieu entre les deux, mais on pense qu'elles datent approximativement de 1855. D'une part car cela coïncide avec un changement de propriétaire, suite à la vente aux enchères de l'usine, et d'autre part, la plaque sur la cheminée datée de 1858 atteste la mécanisation à la vapeur de l'usine, l'accélération de la cadence et du rendement, et donc des rentrées d'argent. Qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, on vous montre tout ce qu'on a pu découvrir jusqu'ici. Et oui, découvrir car on n'avait aucun historique, plan ou autre en ce qui concerne les transformations, ni comment cela a été avant. Tout ce qu'on va vous expliquer, on l'a reconstitué sur base des traces laissées, qui, si on y fait attention, sont en fait dissimulées un petit peu partout. Avant cette transformation, la maison était vraisemblablement plus petite, et certainement déjà une adaptation d'un bâtiment existant. La maison devait être comme un corps de ferme, les deux façades principales assez proches de ce qu'est la façade nord actuelle, sauf au rez-de-chaussée, où il devait y avoir un double portail assez grand, comme on peut le deviner ici. Et en effet, on peut voir une grosse poutre en bois qui surplombe ces pierres d'encadrement, et cela a été simplement muré, ce qui sous-entend une ouverture. Au centre, il devait même y avoir un mur de refend. Cela pouvait être un portail ou un hall d'entrée, et l'escalier de la maison devait partir d'ici puisque c'est à cet endroit, aux étages, qu'on retrouve les anciennes ouvertures œil de bœuf dans la façade. L'escalier montait alors jusqu'au grenier dont on avait retrouvé l'espace bouché en démontant le plafond. Le grenier devait être complètement ouvert et il y avait des lucarnes sur la toiture, alignées sur les ouvertures en façade, certainement un peu comme celles que l'on peut voir sur un ancien bâtiment de la filature. On retrouve encore les traces de ces anciennes lucarnes en regardant la boiserie de la toiture. La façade sud est complètement revue, le nombre d'ouvertures est doublé, les nouveaux contours de fenêtres sont en briques et différentes des pierres calcaires de dont le ménil jaune comme c'était le cas jusque-là. Le type de châssis change également au profit d'un modèle plus haut et avec une plus belle finition, des crémones à pompe décoratives, des volets intérieurs intégrés et l'ajout de garde-corps en fonte. Cela a dû être de sacrés travaux car d'une part le mur comportait déjà les ouvertures précédentes qu'il a fallu murer et d'autre part il ne reste que de petits morceaux de mur assez étroits entre les nouvelles fenêtres. D'ailleurs on dépasse la quantité ouverte maximale admise sur une façade qui est de 1/3 de la longueur de la façade, en tout cas dans le bâti traditionnel. Et au-delà de ça, la position des nouvelles ouvertures n'arrange pas toujours avec la structure des poutres et linteaux intérieurs. On coupe donc les linteaux existants, et pas toujours idéalement, comme ici celui au-dessus de l'ancienne fenêtre, dont on devine les pierres d'encadrement, et où visiblement on ne l'a pas coupé assez, et le nouveau linteau est un petit peu juste. Gros changement au niveau de la toiture, les lucarnes existantes sont supprimées, et des châssis prennent leur place. Avec une devanture en pierre taillée, ils sont au nombre de 8 et placés de manière à coïncider avec les nouvelles fenêtres de la façade. À l'intérieur, l'escalier qui devait être derrière le portail est donc démonté et un nouvel escalier est aménagé de l'autre côté du bâtiment. Il monte lui aussi jusqu'au grenier. Sauf que le grenier change lui aussi de vocation et on y construit toute une structure pour pouvoir cloisonner et plafonner. Des chambres de bonne y sont aménagées, une par fenêtre. Et pour pouvoir placer les chiens ainsi, on n'y va pas par 4 chemins, les pannes centrales sont coupées pour laisser la hauteur nécessaire. Là non plus, la structure de base n'arrange pas toujours, comme par exemple cet arbalétrier d'une ferme de charpente qui tombe pile poil devant une fenêtre du toit. Tant pis pour cette bonne du coup, mais de dehors, cela rend bien.
Ce nouvel escalier créé de l'autre côté du bâtiment est donc un escalier de service. Dans le même temps, les tourelles sont ajoutées de chaque côté du bâtiment. La tourelle ouest devient l'entrée principale et fait place au nouvel escalier construit, et bien pareil avec cette idée d'avoir quelque chose de plus prestigieux, mais qui ne rejoint pas le grenier. L'autre tourelle semble, elle, être affectée à l'usage du personnel de service et devait servir de cuisine, de poste de garde, d'entrée secondaire, etc. C'est peut-être même déjà à cette époque qu'à chaque étage, une porte de séparation est placée de manière à isoler la tourelle et l'escalier de service du reste de la maison, mais placée en plein milieu d'une fenêtre. On a du mal à comprendre et à dater. Les tourelles initiales devaient être légèrement différentes de ce que l'on connaît aujourd'hui. Les deux étaient plus ou moins identiques afin de donner une symétrie au bâtiment. De chaque côté, il y avait une petite terrasse. Les petites fenêtres des tourelles doivent initialement avoir eu des châssis de pleine hauteur, et aux étages, les tourelles sont composées de plein de petites pièces, toutes connectées par des passages. Peut-être que les tourelles n'avaient même que le rôle d'apparat, comme on a du mal à comprendre l'utilité de toutes ces petites pièces et ouvertures. Les tourelles ajoutées sont aussi construites avec des matériaux différents du bâtiment existant. Toutes les pierres d'angle sont des pierres de Dont-le-Mesnil, mais le reste est en briques, et d'ailleurs d'assez piètre qualité. Cela conforterait bien cette idée que ces constructions auraient été pensées principalement dans un but esthétique vu de l'extérieur. Ceci dit, on pense que les briques utilisées n'étaient peut-être pas prévues pour être exposées, mais pour être enduites. Tout comme les pierres d'angle qui ont été burinées sur la partie intérieure pour faciliter l'accroche. Et d'ailleurs, sur une partie abritée d'une tourelle, on peut effectivement voir qu'un ancien enduit contenant de la brique pilée a été appliqué, et des faux joints blancs dessinés, peut-être avec de la céruse ou blanc de plomb. Sur le bâtiment principal, de l'autre côté, peu de changements, à part les lucarnes qui disparaissent du rampant nord de la toiture, et les ouvertures œil de bœuf et le portail qui sont rebouchés puisqu'il n'y a plus d'escalier à cet endroit. Pour ce qui est de la disposition des pièces dans le bâtiment, elle a dû changer également, mais il serait assez difficile de dire quoi que ce soit car tout a été refait. Et oui, car il n'y a pas que la façade qui a changé, tout le niveau du premier étage a été relevé. Afin d'avoir des hauts plafonds moulurés comme dans une maison de maître, il faut augmenter la hauteur sous plafond, et puis que toute la surface soit d'un seul tenant et plane. Sauf que pas si simple, car il devait y avoir de grosses poutres porteuses du plancher qui traversaient la pièce et qui devaient être similaires à celles de l'étage au-dessus. Tout est donc retiré et remplacé par une nouvelle structure porteuse assez spéciale, composée d'assemblages plus plats. Et on peut voir la trace de l'emplacement d'une des anciennes poutres dans le mur, et qui coïncide avec l'emplacement de celle aux étages. La poutre centrale, elle, sans doute insuffisante pour supporter tout l'étage, est soutenue par deux tirants à la poutre de l'étage supérieur. On peut se rendre compte de cette différence de niveau entre le premier et le deuxième avec la hauteur des appuis de fenêtre de la façade nord, intouchée elle, et qui est sensiblement différente entre les deux étages. Le niveau du deuxième, lui, n'a pas changé et les plafonds sont restés tels qu'ils étaient. Et d'ailleurs, les plafonnages au deuxième en torchis ont simplement été recouverts d'une couche de plâtre, là où les autres étages plus récents étaient entièrement refaits en poutre. Dernier gros changement, l'ajout des 3 colonnes de cheminée. Sur toute la hauteur et servant de murs de refend, des murs percés de cheminée sont construits. Peut-être sur base de quelque chose d'existant, mais c'est assez étrange car d'une part, les parois ne sont pas croisées avec les façades nord et sud, ce qui sous-entend que cela a été construit après. Les murs de cheminée sont pourtant faits en partie de pierres identiques à la façade, et là où les cheminées ont été ajoutées, cela est refait en briques. Au deuxième aussi, le mur de cheminée remonte jusqu'au plafond, qui passe toujours sous les dernières briques posées. Et sous ces murs de cheminée, on peut voir par un trou au sol que cela a été construit sur d'anciennes dalles de sol. Tout aussi étrange, on n'a pas trouvé de traces de cheminée plus anciennes sur les autres murs, ni dans la toiture. Il devait évidemment y en avoir, peut-être sur les pignons du bâtiment existant et qui aurait été une base pour les nouveaux murs. Mystère. L'ajout de ce mur de cheminée a bien évidemment eu un impact sur la structure intérieure. Au niveau du grenier, la panne fêtière est sciée. Au deuxième, les solives ont aussi été sciées.
et comme il n'est pas possible de les insérer dans le mur de cheminée vu que l'épaisseur du conduit n'est que d'une simple brique, elles reposent sur des barres d'acier de support. Aux autres étages, par contre, aucun impact comme ils ont été complètement refaits dans le même temps. Et voilà pour les premiers changements de taille sur le bâtiment principal. Pour les bâtiments de l'usine, comme plus rien n'existe, difficile de pouvoir deviner quoi que ce soit. Mais au vu de la construction de la grande cheminée et l'usage de la vapeur, on peut se douter que les bâtiments occupés par la filature ont eux aussi pas mal dû changer dans le temps. Mais on peut tout de même dire une chose, car sur la carte de 1837, on voit que l'eau est acheminée jusqu'au petit bâtiment au coin, le longe et passe à travers le terrain, ce qui n'est plus le cas en 1870. Depuis l'endroit où l'eau des deux rivières est acheminée et où se situe la chute d'eau, un canal souterrain assez conséquent est creusé et traverse tout le terrain pour rendre l'eau à la rivière. Et il devait même passer sous certains bâtiments de l'usine. Toujours sur la carte de 1837, on peut voir qu'un long bâtiment assez étroit est disposé le long de la route et fait coin avec un autre. Il n'y a donc qu'un seul passage pour rentrer sur la propriété. Il a été détruit et à la place, la grille d'enceinte est installée avec deux grilles d'entrée, une pour les ouvriers du côté d'usine et une autre, on suppose, pour les habitants. On pense que c'est dans un second temps que la verrière a été ajoutée. Elle connecte le petit bâtiment existant à la maison. La verrière avait vocation de serre et à l'intérieur le sol devait être en terre battue. Là aussi, l'attention est mise sur la décoration avec des verres mousseline, colorés ou gravés, mais aussi sur les ouvrants avec des charnières en laiton et des crémones moulées. Le petit bâtiment qu'elle connecte devait probablement être un ancien moulin, vu le cours d'eau qui le longeait, et aussi certains conduits et chutes dans les murs creux. Il a aussi subi quelques transformations dans la foulée, surtout sa façade sud, adaptée en briques et pierres jaunes pour correspondre avec les tourelles et entourer la verrière de manière symétrique. Sur le pignon, on peut aussi voir que d'anciennes ouvertures ont été raccourcies. Initialement, l'étage supérieur de la verrière devait être une terrasse. On pense cela en voyant le dessus du mur côté nord, le sol qui était zingué et en pente, et on retrouve la trace d'une évacuation d'eau pluviale au niveau du sol. Côté sud, il y avait un garde-corps en fonte. On a mis du temps à comprendre cela, car sur les anciennes photos c'était vraiment très flou, et puis on a eu un déclic, sur base du dessin de 1870, où l'on y devine des formes organiques, qui n'étaient pas sans nous rappeler la grille à l'entrée près de la tourelle. Et les encoches dans le bois correspondent parfaitement. Elle a dû être déplacée à l'entrée, enfin ce qu'il en restait car il en manque une bonne partie. Au départ, c'était donc une terrasse ouverte, mais on suppose que cela a amené son lot de soucis et d'infiltration, et donc une toiture a été placée par la suite. Ce n'était pas prévu et la couverture revient jusque devant une fenêtre de la tourelle. De plus, la verrière n'a pas été prévue pour supporter cela, en tout cas pas son côté sud où le poids de la structure est reporté sur la petite poutre et les piliers en fonte. Et enfin, dernière petite rajoute, l'escalier entièrement en pierre de Don-le-Ménil côté sud, comprenant une petite terrasse. Le tout fermé par une structure similaire à celle de la verrière, raison pour laquelle on pense que cela a été certainement réalisé en même temps que la verrière, du moins la couverture, car ce sont les mêmes profils métalliques. Et voilà pour les transformations qui ont complètement refaçonné le bâtiment vers 1855, en tout cas en résumé car il y a trop pour tout expliquer en détail. Comme on peut le voir, c'était vraiment d'une grande ampleur et le moins qu'on puisse dire c'est que le bâtiment a été complètement charcuté. Tout cela a bien évidemment eu des conséquences et créé de gros désordres et on peut déjà voir sur les photos de début 1900 que les assises de fenêtres ne sont plus alignées, les chiens assis non plus, la corniche qui s'effrite, etc. Signe indéniable que le bâtiment a été fragilisé et a déjà pas mal bougé. C'est finalement assez incroyable ce que l'on peut déduire en recoupant les informations et éléments, parfois invisibles au premier regard. Mais tout est là, devant nos yeux, et quand on s'y intéresse, on réalise que rien n'est dû au hasard. S'il y a une brique, un trou, une planche posée dans un autre sens, tout cela est une information précieuse pour reconstruire un puzzle temporel et architectural. Alors, trouver les indices, c'est une chose, mais on ne les a pas toujours compris ou bien interprétés. Cela nous a pris beaucoup de temps pour arriver à faire toutes ces déductions,
des années même. Et parfois, par hasard, comme encore tout récemment. Et n'oublions pas non plus que même si tout ce qu'on a déduit est assez vraisemblable, on peut toujours se tromper. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, l'histoire de ce lieu nous passionne et on espère qu'on a réussi à rendre cela intéressant pour d'autres personnes et que cela vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.